Nous nous trouvons actuellement devant un bureau de vote, où de nombreux citoyens se sont rendus afin d'élire les membres des conseils municipaux et communautaires. Lors de ces élections, les électeurs ne votent pas directement pour un maire, mais pour une liste de candidats. Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans et constituent l'organe délibérant de la commune. Une fois le conseil municipal élu, celui-ci procède à l'élection du maire. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil municipal, organisée au plus tard le dimanche suivant le dernier tour du scrutin municipal. Le maire est alors élu par les conseillers municipaux au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des membres du conseil municipal. On parle alors de suffrage universel indirect, puisque les citoyens élisent les conseillers municipaux qui, à leur tour, élisent le maire. Lors de cette première réunion, le conseil municipal élit également les adjoints au maire, dont le nombre est fixé par le conseil lui-même. Toutefois, celui-ci ne peut pas dépasser 30% de l'effectif légal du conseil municipal, selon l'article L 2122-2 du même code. Dans les communes de 80 000 habitants et plus, ce seuil peut être légèrement dépassé afin de créer des postes d'adjoints chargés de quartier, dans la limite de 10% supplémentaire de l'effectif du conseil municipal. Le nombre de conseillers municipaux varie en fonction de la taille de la commune. Il peut aller de 7 conseillers pour les communes de moins de 100 habitants à 69 conseillers pour les communes de 300 000 habitants et plus, conformément à l'article L 2121-2 du Code général des collectivités territoriales. Concernant le mode de scrutin, une évolution importante est intervenue avec la loi du 21 mai 2025, visant à harmoniser les élections municipales. Désormais, le système électoral est identique dans toutes les communes, quel que soit le nombre d'habitants. Les conseillers municipaux sont donc élus selon un scrutin de liste proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire. Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour, elle se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont ensuite répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé. Seules peuvent s'y maintenir les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés, avec la possibilité de fusionner ou de modifier les listes entre les 2 tours. Les listes doivent par ailleurs respecter un principe essentiel du droit électoral français, à savoir la parité entre les femmes et les hommes, avec une alternance obligatoire entre candidates et candidats. Jusqu'à présent, dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers municipaux étaient élus selon un scrutin majoritaire plurinominal à 2 tours. Les candidats pouvaient se présenter seuls ou en groupe, et les électeurs avaient la possibilité de pratiquer ce que l'on appelle le panachage. Ils pouvaient rayer certains noms et les remplacer par d'autres. Mais ce système présentait une limite importante. Il ne permettait pas de garantir la parité entre les hommes et les femmes. Pour répondre à cet enjeu, mais aussi pour harmoniser les modes de scrutin et encourager l'engagement local, la loi du 21 mai 2025 a profondément modifié les règles des élections municipales. Désormais, le mode de scrutin est le même dans toutes les communes. Les candidats doivent se présenter sur des listes complètes et paritaires, avec une alternance obligatoire entre femmes et hommes. Conséquence directe, le panachage disparaît. Les électeurs ne peuvent plus modifier les bulletins de vote en ajoutant ou en supprimant des noms. Afin de faciliter la constitution des listes des petites communes, la loi a prévu une exception pour les listes candidates. En principe, chaque liste candidate doit comporter au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir et au plus de candidats supplémentaires. Par exception, dans les communes de moins de 1000 habitants, la liste peut comporter jusqu'à 2 candidats de moins que l'effectif légal du conseil municipal. Le maire préside le conseil municipal et est le chef du pouvoir exécutif de la commune. C'est-à-dire qu'il est chargé de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil municipal. À ce titre, il prépare et exécute les délibérations votées par les élus, élabore et applique le budget communal, gère les services municipaux et enfin dirige l'ensemble des agents de la collectivité. Il est également responsable de la signature des contrats et des marchés publics.
Autrement dit, si les grandes orientations sont décidées collectivement par le conseil municipal, c'est bien le maire qui assure leur application au quotidien. Le maire dispose également d'un pouvoir de police administrative sur le territoire de la commune. Cette compétence lui permet de garantir le maintien de l'ordre public qui repose sur 4 grands principes. La sécurité, la tranquillité, la salubrité et la sûreté publique. Dans ce cadre, il peut notamment réglementer la circulation, prendre des arrêtés municipaux, organiser la sécurité lors d'événements publics, ou encore intervenir face à des situations présentant un risque sanitaire ou environnemental. Ce pouvoir est particulièrement important car il permet au maire d'agir directement et rapidement par voie d'arrêté municipal. Le maire possède par ailleurs une double fonction institutionnelle, puisqu'il agit aussi comme représentant de l'État dans la commune. Dans ce cadre, il exerce plusieurs missions administratives pour le compte de l'État. Il est notamment officier d'état civil, ce qui signifie qu'il célèbre les mariages et enregistre les naissances et les décès. Il est également chargé de l'organisation des élections et de la délivrance de certains documents administratifs. Cette double casquette, représentant de l'État et chef de l'exécutif communal, souligne le caractère centralisé et personnalisé du pouvoir municipal, concept que Christian Lebart qualifie de présidentialisme municipal. Ce terme met en lumière la concentration des prérogatives entre les mains du maire et la faible existence de contre-pouvoirs locaux, faisant de lui l'acteur principal du jeu politique communal. Au-delà de ses compétences institutionnelles, le maire exerce également une influence politique majeure à l'échelle locale. Son rôle ne se limite pas à la gestion administrative de la commune. Il repose aussi sur sa capacité à mobiliser les acteurs du territoire, à entretenir des réseaux et à incarner une forme de leadership local. Dans ses travaux sur les élus municipaux, le politiste Christian Lebart montre que les maires consolident leur autorité en s'appuyant sur un ensemble de ressources relationnelles, qu'il s'agisse des associations, des acteurs économiques ou encore des réseaux politistes locaux. Cette capacité à fédérer les forces du territoire renvoie à la figure classique du maire notable, dont la légitimité repose avant tout sur l'ancrage territorial et la proximité avec les habitants. Comme le souligne également Éric Kerrouche, cette notabilité politique se construit dans la durée, grâce à une reconnaissance sociale et à une présence continue dans la vie locale. Cependant, cette figure traditionnelle du maire a progressivement évolué sous l'effet des transformations de l'action publique territoriale. Les processus de décentralisation, la multiplication des niveaux de décision et la complexification des politiques publiques ont contribué à renforcer la technicité de la fonction municipale. Selon le politiste Gilles Pinson, l'action publique locale s'inscrit désormais dans un système de gouvernance multiniveau, dans lequel les collectivités doivent coopérer avec l'État, les intercommunalités, l'Union européenne, mais aussi avec des acteurs privés et associatifs. Dans ce contexte, le maire n'est plus seulement un élu de proximité. Il devient également un acteur stratégique de l'action publique territoriale. Comme l'explique Rémi Lefebvre, les maires doivent désormais articuler plusieurs rôles. Rester des représentants proches des habitants, tout en étant capables de piloter des politiques publiques complexes, et de représenter leur territoire dans différents réseaux institutionnels. Christian Lebart évoque même la figure d'un maire devenu entrepreneur de politique publique, chargé d'impulser des projets, de coordonner les acteurs locaux et de mobiliser des financements. Cette évolution s'inscrit dans un phénomène plus large de technicisation du politique et de managérialisation de l'action publique locale. Le maire doit aujourd'hui maîtriser des dossiers de plus en plus spécialisés, qu'il s'agisse d'urbanisme, de finances publiques, de développement économique ou encore de transition environnementale. Cette montée en technicité transforme progressivement la nature même de la légitimité politique locale. Comme l'explique le politiste Jean-Michel Emery-Douzan, le technocrate tire sa légitimité de son expertise et de ses compétences techniques reconnues dans la gestion de l'action publique. Ainsi, le maire contemporain doit conjuguer deux formes de légitimité. D'une part, une légitimité territoriale fondée sur la proximité et l'ancrage local. Et d'autre part, une légitimité d'expertise liée à sa capacité à maîtriser des dossiers techniques et à piloter des politiques publiques complexes. C'est précisément cette hybridation qui donne naissance à la figure du maire technotable. Nous vous donnons rendez-vous La semaine du 23 mars, afin de décrypter les résultats des élections municipales de 2026. Soyez au rendez-vous.